Donc, tout ce qui passe par l'esprit, on peut le créer. Tout ça, l'assembler dans un monde un peu ingénieur où on se dit j'ai envie de créer un entrepôt autonome et on se dit let's go, on va essayer et on va voir ce que ça donne. On va pas se mentir, c'est amusant de jouer avec des Lego. C'est fun, c'est rigolo et je pense que 2-3 ans après, les étudiants vont se rappeler des algorithmes uniquement en les associant au fait qu'ils ont fait des Lego pendant leur cours. Et cet TX-là est dans le cadre de mes activités d'enseignement parce que dans l'UV MP3, qui est sur la gestion de la supply chain, en fait, nous avons ajouté un nouveau chapitre qui parle de la supply chain 4.0. Tout le monde maintenant entend parler de l'industrie du futur et ce futur magique avec toutes ces technologies. Et l'idée, c'était d'avoir quelque chose de concret pour les étudiants, de ne pas parler d'algorithmes et de robots et de choses sans pouvoir les voir et les toucher. Et donc, le challenge dans cette TX, pour les étudiants, les trois, c'est de créer en fait un support de TD où les étudiants doivent concevoir le robot, programmer ce robot pour que, ils puissent suivre une trajectoire, mais aussi calculer la meilleure trajectoire à suivre, ne pas rentrer en choc, et aussi pour avoir testé différents algorithmes de prise de décision dans un entrepôt connecté automatisé sur est-ce qu'il y en a un qui décide pour tout ce qui fait quoi, à chaque fois que j'ai un camion, un déchargement, un rangement dans le stock à faire, ou est-ce qu'on va avoir une intelligence un petit peu éclatée et chacun va décider en fonction de ce qui se passe avec les autres, si lui il y va ou pas. Et donc l'idée c'est de pouvoir tester ces différents algorithmes de prise de décision, non pas juste sur papier, ou via juste une simulation sur un logiciel, mais concrètement, on va les tester sur nos robots que nous allons développer. Donc l'intérêt d'une telle TX dans un diplôme d'ingénieur, selon moi, c'est de se permettre, avec des Lego, de retomber un petit peu en enfance. Si on est un passionné de Lego comme moi, ça permet de remettre un peu de ludification dans ce qu'on fait et de mêler à ça le travail qu'on fait dans un diplôme d'ingénieur. Donc pendant qu'on apprend comment fonctionne un ordinateur, comment est-ce qu'on va pouvoir programmer, comment est-ce qu'on doit se comporter en entreprise, derrière on peut mêler à ça un projet très concret et aussi avoir un peu de plaisir à jouer avec des Lego. On travaille avec des étudiants pour faire avancer soit notre enseignement, soit notre recherche. Et donc il faut savoir que c'est une richesse parce que du coup les étudiants sont assez créatifs et parfois en travail collaboratif comme ça, on a des idées très intéressantes qui font avancer à la fois soit nos activités d'enseignement, soit nos activités de recherche. Au début on était très libre pendant cette TX, donc on avait la possibilité de partir dans un sens ou dans l'autre. On venait chaque fois de donner nos idées à la professeure qui nous disait je préfère partir dans ce sens-là, je préfère aller dans celui-là. Donc au final on propose beaucoup d'idées, on se recadre un petit peu parce que des fois il y a des petits débordements, on se dit tiens d'un seul coup j'ai envie que le robot il accélère x2, sauf qu'il peut pas, il va pas suivre correctement la ligne, etc. Donc ça apprend le fait d'être créatif tout bêtement. Donc on part avec l'ensemble Mindstorm de Lego, donc, qui permet donc de créer des robots et on arrive au final à faire à peu près quelques petits trucs. Un robot semi-autonome dans un entrepôt, il doit pouvoir se diriger tout seul, il doit pouvoir envoyer sa position à une unité centrale et l'unité centrale va lui dire « faut que tu ailles là ». Le robot il va dire « ah je peux pas, il y a un obstacle devant » ou alors « je vais plutôt prendre ce chemin-là, tu m'autorises ». Et l'unité centrale va lui répondre « ok, vas-y » et tu me réponds quand tu y es. Ensuite il va déplacer des colis, donc là dans notre exemple, un robot devait aller chercher un colis auprès d'un camion et ensuite le ranger en fonction de sa couleur ou de son nom, aller le ranger dans une étagère dans l'entrepôt. Voilà. Moi je me suis surtout occupé du suivi de ligne, donc c'est-à-dire le fait de suivre une ligne noire au sol et ensuite que le robot décide dans quelle direction il doit aller pour suivre un virage, quel type de virage est-ce qu'il va aborder, etc. Aussi la détection de collision. Donc dire est-ce qu'il y a quelque chose devant moi, donc est-ce que je m'arrête, est-ce que quelque chose m'est rentré dedans derrière moi, donc je m'arrête aussi dans ce cas-là, et là j'arrête carrément le programme, je m'interromps totalement. Je me suis aussi occupé du premier design du robot, c'est-à-dire sortir un premier prototype, dire celui-ci il est capable de suivre une ligne, de détecter si un colis est présent sur la fourche,
dire j'aborde une couleur, la voici, je la transmets à l'unité centrale. Et aussi, là, je suis en train de rouler, donc je suis sur la bonne voie, donc je suis bien sur le bon chemin. Donc j'ai placé les moteurs principaux en dessous et ils font un petit peu de châssis en même temps. Donc ces moteurs-là permettent de faire des déplacements individuels pour chaque roue, donc on se déplace comme un char à peu près. On a une roue folle à l'arrière qui elle permet de juste suivre la trajectoire qui sont données par les moteurs. On a une grosse fourche à l'avant qui elle permet, quand on s'active bien, d'avoir une bonne hauteur, pour le colis. Avec placé sur la fourche un capteur de couleurs. Celui-ci va détecter les couleurs sur l'entrepôt et celui-ci va permettre de suivre la ligne noire que l'on a du coup dans l'entrepôt et donc de suivre sa voie. On a deux capteurs qui eux sont en charge de la détection de collision. Donc un à l'avant qui lui va détecter si un objet est proche, par exemple 50 cm. Un second qui lui va arrêter le mouvement si un objet entre en collision avec le robot, ou simplement un bouton poussoir. Dans un premier temps, ce qui était souhaité, c'était que je réalise une communication, puisque l'objectif était donc dans un premier temps de réussir à faire en sorte que les robots soient gérables via une interface sur une unité centrale, cette unité centrale étant donc en l'occurrence un ordinateur plutôt. L'objectif étant ainsi de pouvoir intégrer plusieurs robots sur une même plateforme, les faire discuter les uns avec les autres, éviter les collisions, etc. En réalité, c'est un sujet qui était beaucoup plus complexe que ce à quoi je m'attendais et qui relevait un petit peu plus de l'informatique pure, on va dire, puisque le traitement des données était très particulier dans ce genre d'objet et j'avais pas du tout les compétences requises pour ça. Donc ce que j'ai fait dans un deuxième temps, c'est que j'ai repris du coup le robot, la V1 du robot que Vivien avait faite. Je l'ai repris, j'en ai rediscuté avec lui. On a été amené à faire un certain nombre de modifications, notamment sur la position de certains capteurs, l'utilisation de certains capteurs. Dans un premier temps, Vivien Canteloup a donc créé ce robot, conçu ce robot, en répondant simplement aux problématiques qui se présentaient et aux tâches qu'il voulait accomplir. Mais il ne s'est pas posé la question de comment il en était arrivé là, de comment le transmettre à la postérité, etc. Donc le petit souci que j'ai eu, moi, c'est que quand on m'a transmis le sujet de TX et que j'ai appris qu'un premier robot avait déjà été conçu, il a fallu que je sois en mesure de me l'approprier. Donc pour me l'approprier, c'est très simple, j'ai récupéré le robot que Vivien avait fait et je l'ai entièrement démonté. En fait, ce que j'ai fait, c'est que du coup, je l'ai récupéré, je l'ai démonté, bloc par bloc, puisqu'en fait, ça se présente sous un certain nombre de blocs. Et après, j'ai pris beaucoup de photos, je l'ai documenté et je l'ai remonté. Et en le remontant, du coup, grâce à ce logiciel qui s'appelle Studio 3D, j'ai réussi à faire la modélisation en même temps que je le montais. Il y a de gros avantages à ce logiciel de CAO, c'est qu'en fait, on a toutes les pièces là-dedans, quasiment toutes les pièces. J'ai juste eu à télécharger une ou deux bibliothèques par rapport aux pièces que j'ai utilisées, et j'avais tous les éléments de mon robot. J'avais plus qu'à assembler, en fait. Cet assemblage, en fait, il s'est fait de la même manière que le robot a été conçu. Donc ça s'est fait bloc par bloc, comme vous pouvez le voir ici. Il y a donc la base du robot, la base de la fourche, un certain nombre de liens pour tenir les morceaux entre eux. Et après, la fourche en elle-même est composée d'un certain nombre d'étapes, chaque étape étant donc composée de plusieurs éléments, et les éléments entre eux permettant donc de faire toutes les liaisons, de s'assembler et de former ce qu'on voulait. Là-dedans, du coup, ça se présente encore par bloc. Donc là, on a notamment deux parties dans cette fourche. On a donc la fourche à proprement parler, ici. Et à gauche, toute la partie moteur et entraînement, avec au milieu un axe, qu'on voit là via l'engrenage ici, et qui vient entraîner du coup au milieu cette crémaillère ici. Et cette crémaillère est solidaire du coup du reste de la fourche, donc du gros bloc qui est ici. Et ça permet donc d'entraîner la fourche à proprement parler et le moteur ici. Le moteur étant fixé via toute cette composition au corps du robot qui se déplace. C'est un logiciel qui est tout à fait adapté à la modélisation qu'on a voulu en faire. Et c'est un logiciel qui présente un deuxième énorme avantage, c'est que simplement, grâce aux outils du logiciel, on peut créer énormément de choses. On peut créer d'une part un render, donc une image
réaliste de la modélisation qu'on vient de faire. Et on peut aussi créer un livre d'instructions. Alors il y a malgré tout un certain travail qui rentre dedans, mais le gros avantage de cette notice, c'est que toutes les pièces par étape ici, tous les steps que l'on voit ici, donc tout est recensé par step. Donc on sait par étape qu'on a créé nous, enfin qu'on a suivi nous pour créer notre modélisation, eh bien elles vont se présenter de la même manière par une page chacune dans la notice d'instruction. Alors il y a un certain travail qui a été malgré tout de réussir à faire en sorte que chaque vue soit compréhensible, soit facile à suivre, éventuellement faire des coupes, etc. de manière à obtenir quelque chose de ce genre-là, donc qui est pour le coup sensiblement similaire à une notice Lego réelle, parce que quelque chose qui est très difficile sur un projet comme ça, que l'on mène donc sur une durée assez longue et à plusieurs personnes, c'est que la première étape dans tout projet, c'est de réussir à s'approprier ce que la personne avant soi a fait. Donc l'avantage de cette notice, c'est qu'on a vraiment une vision qui est très claire sur ce qui va être fait. On a donc un render, donc comment ça doit avoir l'air en réalité. On a la CAO à proprement parler, on a la notice de montage et on a la bill of material. Donc on a tout pour comprendre comment le robot a été créé, de quoi on a besoin, quelles pièces ont été utilisées en simple, en double, etc. On a créé un certain nombre de standards de manière à ce qu'à chaque fois que le robot entre dans une zone précise, il va savoir à quelle distance devant, à gauche, se trouve quel emplacement de palette. Quelle que soit la zone dans laquelle il va se trouver, tout ce qu'il a besoin de savoir, c'est de repérer qu'il a été à cet emplacement-là. Et à partir de là, du coup, il n'a plus qu'à exploiter un bout de programme qui endure dans ce qu'il a dans la brique Lego, et il n'a pas besoin de recommuniquer avec l'unité centrale, en fait. Il a déjà tout ce qu'il a à savoir, du coup, c'est à quelle couleur de zone il doit aller. Et une fois qu'il a commencé à rentrer dans cette zone, il sait ce qu'il doit faire. Je suis le petit dernier sur l'ATX, donc je le reprends ce semestre. Pour le moment, ce que j'ai fait, ça va être mettre en place un système de balises de couleurs pour permettre au robot de communiquer sa position avec l'unité centrale. Et donc pour cela, on utilise un deuxième capteur de couleurs qui sera légèrement décalé par rapport au robot et viendra détecter les pastilles qui seront disposées à certains endroits stratégiques. On était amené à faire quelques modifications par la suite sur le robot, notamment au niveau de la fourche, pour pouvoir à la fois libérer un peu de place à l'avant et avoir la possibilité de régler précisément la hauteur. Pour cela, les crémaillères fournies par les Lego ne proposaient pas une course suffisante pour pouvoir après soulever la fourche à une hauteur qui permettrait d'éventuellement de chercher une palette sur une étagère de 2 niveaux. Par la suite, j'ai élaboré un mécanisme qui s'approche de ce qu'on pourrait retrouver sur les crics avec ces barres en croisillon qui viennent avec 2 crémaillères entraînées par le moteur se déplacer au niveau de la base et ainsi, en se resserrant, viennent soulever le petit module avec la fourche. Quelques autres petites modifications, donc ça a été au niveau de l'arrière du robot, pour augmenter la surface de détection de collision, j'ai mis en place un système qui s'approche d'un pare-choc, donc relié au capteur et avec quelques petits guides pour faciliter la translation et donc maximiser la zone de détection puisqu'on couvre maintenant toute l'arrière du robot alors qu'on avait qu'une surface réduite. Et finalement, au niveau du capteur de couleur pour les nœuds, je l'ai déplacé sur l'avant et complètement accroché au corps du robot principal, à la différence de la fourche de tout à l'heure. Donc ça, c'était pour permettre de continuer de détecter les nœuds malgré une fourche élevée. Et ce décalage permet de ne pas avoir les pastilles de couleurs qui vont servir après comme balise sur le chemin et donc pas perturber le suivi de ligne par le premier capteur. Donc sur cette TX, ma première partie que j'ai réalisée, c'était de mettre en place des pastilles de couleurs qui permettront à la suite au robot de fournir une information à l'unité centrale par rapport à sa position et ainsi interroger sur les différentes actions qu'il devra exécuter. Donc ces pastilles, c'est des ronds de couleurs qui seront disposés le long du chemin de suivi de ligne et un second capteur qui sera décalé sur le robot viendra lire cette pastille et en fonction de la couleur exécutera une série de blocs appropriés. Donc là vous avez vu voir par exemple une pastille bleue qui ordonnait au robot de soulever la fourche pour embarquer la palette et une seconde pastille rouge qui ordonnait au robot de baisser la fourche et de reculer afin de libérer la palette.
Une seconde étape de la TX, ça sera de lier ce robot, et éventuellement aussi un deuxième robot, à une unité centrale qui sera donc un ordinateur. Le robot aura en mémoire différents blocs d'instructions, et pour chaque pastille qu'il aura, il viendra interroger l'unité centrale qui, en fonction de la couleur, lui ordonnera d'exécuter tel ou tel bloc. Cette unité centrale, pour l'instant, elle aura juste cette communication, et ça sera le cœur du TD qui sera proposé par la suite aux étudiants, programmer cette unité centrale afin de programmer le chemin le plus court et le plus optimal avec la gestion de plusieurs robots dans l'entrepôt. Finalement, la troisième étape, ça sera rendre cet entrepôt un peu plus concret et un peu plus facile à transporter. Parce qu'une grande feuille comme ça, à la fois en classe et dans le transport, ça peut être gênant. Donc l'idée, c'est de séparer cette grande feuille en plusieurs plaques en médium qui viendront s'emboîter les unes dans les autres afin de réduire leur taille une fois démontée et pour être plus facilement transportable. Et dans la même idée, c'est de proposer des étagères qui viendront servir d'espace de stockage pour les palettes et ainsi mettre un peu plus de défi en demandant au robot de devoir soulever sa fourche à différentes hauteurs en fonction de la localisation de la palette à récupérer. L'intérêt d'une TX comme celle-ci, c'est que c'est un projet qu'on a choisi et qu'on a choisi par intérêt. Et donc même si ça peut nous demander beaucoup de temps au niveau travail personnel et de recherche et d'essais, échecs et re-essais par-dessus, c'est pas je fais mes devoirs, c'est vraiment je fais mon projet, c'est mon projet et c'est très prenant. En plus, le côté justement avec les Lego, il y a le côté ludique qui rajoute encore plus un attrait et une envie de faire ce projet. On n'a pas vraiment d'aide sur internet et donc on apprend par nous-mêmes à chercher, à faire des preuves de concept. Donc c'est aussi un bon travail de recherche, de se dire là j'ai réussi à faire ceci, là je n'ai pas réussi, donc je vais peut-être privilégier un autre point par rapport à un autre. Et on avance à tâtons, mais on arrive tout de même à avancer au final. Étant en pile, je n'avais, avant cette TX, jamais compris comment était conçue une telle plateforme logistique. Donc là, c'était très intéressant pour moi de faire le lien entre ce que j'avais pu observer sans formation, on va dire, et faire le lien avec un contenu qui va être là beaucoup plus pédagogique, où là, on ne va pas observer le produit fini, mais chercher à produire quelque chose qui va se rapprocher du produit fini. Pour toutes les personnes qui ont eu l'occasion de participer à ce projet, et qui n'est toujours pas fini d'ailleurs, je pense que ça a été très enrichissant pour tout le monde parce que ça rassemble beaucoup de domaines de compétences, que ce soit de l'informatique, de la logistique, de la conception mécanique, de beaucoup de dimensions en fait qu'on n'aborde pas forcément de cette manière dans les cours. Et là, on a vraiment une dimension pratique et humaine qui sont très importantes et qui ont été, je pense, un des gros points positifs de cette TX. Vraiment de partager ses connaissances et de se rendre compte que le projet avance d'autant mieux qu'on arrive à communiquer entre nous et à se faire progresser les uns les autres. C'était vraiment très enrichissant à ce niveau-là.